Bonsoir à tous. Euh, c'est un très grand plaisir, un très grand honneur d'ouvrir ce séminaire Intelligence artificielle, robotique et santé. Je suis Gérard Friedlander, je suis doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes. Euh, on ne pourrait pas imaginer une thématique qui colle mieux avec nos ambitions. Donc je suis très heureux que ce séminaire ait lieu ici et que vous y assistiez aussi nombreux, et je suis sûr que cette assistance non seulement ne se démentira pas, mais ne se démentira pas, mais augmentera au cours du temps. Euh, L'intelligence artificielle et la robotique ont contaminé de manière, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, de manière spectaculaire le champ de la santé. Au sein de la faculté, nous essayons de la décliner de manière variée. La première initiative, je dirais, ça a été l'implantation, grâce à Antoine Ténière, qui va en redire un mot, d'une plateforme exemplaire de simulation médicale, qui combine évidemment ces aspects d'intelligence artificielle et de robotique. Et puis cette robotique, elle est dans la pratique, elle est dans la gestion des banques de données. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de Philippe Beaune. Elle est dans les robots qui assistent les actes chirurgicaux, et elle se combine à de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, high-tech. Et puis il y a un aspect qui est extrêmement important pour nous, c'est d'enrichir une réflexion autour de ces sujets à partir de sciences moins dures, à partir de philosophie, à partir de sciences humaines et sociales. Et dans une université multidisciplinaire, c'est bien le moins que de mêler ces différents aspects. C'est vrai aujourd'hui, ça sera, je dirais, encore plus vrai demain. On en parlait en attendant. Nous sommes dans un processus de fusion d'universités et de constitution de grandes facultés. Et il est essentiel que ces facultés, facultés de santé, facultés de sciences, facultés de SHS, ne fonctionnent pas en silo, mais puissent s'enrichir mutuellement. Ça, c'est un enjeu qui est absolument majeur. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis très heureux que ce séminaire se déroule ici. Il a sa place, tout à fait naturellement, et je suis évidemment ravi que ce soit Cynthia qui l'anime. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un excellent séminaire et je vous remercie. Bonsoir à tous. Je m'appelle Antoine Ténière, donc moi je suis président du conseil de pédagogie de la faculté de médecine et puis cofondateur et directeur actuel effectivement de la plateforme de simulation dont je vais dire un mot qui s'appelle Illumins, qui est un des partenaires ou soutiens de ce cycle de conférences que je suis aussi ravi de voir éclore. Ça fait un moment qu'on discutait de ces éléments-là et qu'on a mis en place des collaborations avancées avec la chaire de philosophie portée par Cynthia, qui est un élément, je pense, essentiel et complémentaire des activités de formation qu'on peut proposer à nos étudiants et au-delà de l'animation qu'on peut générer autour des formations en santé, de la recherche en santé. Et à ce titre-là, la question de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la simulation pour la santé, je pense que c'est un des exemples emblématiques et évidemment très visibles des thèmes qu'on peut porter et réfléchir ensemble. Les étudiants sont dans des périodes de révision, donc il n'y en a pas beaucoup ce soir, mais je suis sûr qu'ils viendront. On a eu quelques cycles et cours avec eux, et c'est un des éléments d'ouverture qui nous paraît absolument essentiel, au-delà des aspects vraiment techniques du soin qu'on leur enseigne. Et donc c'est pour nous vraiment un public cible très très important, au-delà évidemment des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je ne vais pas forcément rentrer dans la palissade sur les enjeux de l'IA en santé que vous connaissez tous très bien, les multiples facettes qu'elle représente.
les réflexions qu'elle amène autour évidemment des aspects philosophiques, éthiques, techniques, législatifs. Je ne vais pas tous les décliner. Et donc je pense que c'est vraiment important qu'on puisse ensemble réfléchir à ces éléments-là. Les éléments qui vont impacter directement l'arrivée de la gestion des données, de deep learning, du machine learning et de l'analyse algorithmique dans notre fonctionnement et notre conception des systèmes de soins. Et au-delà de ça, en miroir, l'image que l'intelligence artificielle nous donne sur l'intelligence naturelle. Pour ne pas être dans une vexation narcissique complète et essayer de mieux comprendre un petit peu à la fois la façon dont on fonctionne sur ces réflexions et la façon justement dont ça se prête dans notre approche du soin, de la santé et toutes les réflexions que ça amène. Voilà. Je ne vais pas dire beaucoup plus, je vais surtout laisser parler les sachantes et je vous remercie beaucoup d'être là et on aura à cœur d'animer justement ce cycle de conférences, d'y participer. Il y aura sûrement des relais sur les réseaux sociaux en dehors des moments où on peut réfléchir et se rencontrer. Et encore une fois, je suis ravi qu'on puisse vous accueillir au sein de l'université avec la chaire de philosophie pour ce cycle de conférences. Merci. Bon, pardonnez-nous encore pour le retard. Merci au doyen Gérard Friedlander de son indéfectible soutien et aussi à Antoine Ténière, parce que c'est vrai que ça fait quand même 3 ans. 3 ans maintenant que la faculté de médecine est là, qu'Illumin c'est là, et que la chaire de philosophie à l'hôpital, d'abord à l'Hôtel-Dieu, aujourd'hui à Sainte-Anne, fonctionne, et c'est une grande joie. Donc on lance aujourd'hui un nouveau séminaire, un nouveau cycle. Rapidement, c'est un séminaire pluridisciplinaire, vous l'avez compris, pluri-institutionnel, je ne vais pas y revenir, mais donc il est porté par à la fois la chaire de philosophie GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences de Sainte-Anne, le LIMSI, CNRS, les mines ParisTech avec l'IHEIE, Illumin, ça a été dit, à la faculté de médecine de Paris-Descartes. Et puis, je crois que déjà c'est pas mal, voilà. Nous allons voir avec Laurence aujourd'hui qui va ouvrir, qui est professeur en informatique et intelligence artificielle. Nous allons avoir un cours d'introduction, redéfinition des thèmes, un peu de panoramique sur tout notre cycle. Je donnerai également la parole un instant aussi à Sophie Saka qui va assurer quelques séances sur précisément la question de la robotique. Sophie Saka est maître de conférence HDR à l'École centrale de Nantes, chercheur au laboratoire des sciences du numérique de Nantes, et puis également à David Gruson, qui est en train en ce moment d'être co-rapporteur avec Kirchner sur l'initiative Flash, l'éthique IA, et puis qui est membre du comité de direction de la chaire Santé Sciences Po Paris, qui est également une très belle chaire, plutôt sur la question du droit, sur ces aspects-là, et qui assurera également des séances, une séance sur algorithmique génétique et génétique algorithmique, quelle régulation, donc toute la question du statut juridique aussi de l'IA. On se fera plaisir aussi, je crois, à la rentrée sur une séance Palo Alto. Ça, c'est une spécialité dont les membres de la chaire, par ailleurs, ont l'habitude. Donc, on ira sur Václavic et la réalité de la réalité à l'heure de l'intelligence artificielle. En octobre, ça va être sympathique. Je crois qu'on fait ça à 2. Et puis, Sophie va venir nous rejoindre. Peut-être que tu veux dire un mot, David, sur ces séances-là spécifiques ? Non, si ce n'est que je suis très content d'être avec vous. Merci à Cynthia, merci à Laurence. Bon. Mais Sophie, toi, tu vas venir dire un mot quand même. Oui, non, pas là-bas. Si tu viens ici, parce que c'est des machins qui filment et tout, c'est pas possible autrement. Donc, rapidement, on aura des séances sur robots sociaux et conversationnels dans l'accompagnement thérapeutique, les robots d'assistance aux soins, les prothèses, les exosquelettes robotiques. Et puis, j'ai pas parlé tout à l'heure aussi avec David sur la question de la délégation du consentement qui sera également abordée dans ces prochaines séances. Sophie, c'est à toi pour quelques minutes et après, c'est Laurence qui ouvre. Et pardonnez-nous encore pour ce retard et pardonnez-nous pour le mode un tout petit peu en version accélérée dans la mesure où je crois qu'on se fait mettre dehors un tout petit peu plus tôt. Ceci expliquant cela. Sophie. Vous garderez vos questions pour la prochaine fois. Il faudra revenir en tout cas. Donc je suis Sophie Saka, donc je mène une recherche, je suis spécialisée en robotique humanoïde, robotique de forme humaine, et je mène une recherche entre l'humain et l'humanoïde,
Donc j'étudie l'humain, j'essaye de modéliser sa gestion de l'équilibre, sortir une équation mathématique de cette gestion de l'équilibre pour la retranscrire sur des robots humanoïdes, pour faire à long terme de la prothèse, de l'exosquelette, c'est-à-dire de l'assistance au mouvement pour les personnes en situation de handicap, pour extraire les caractéristiques qui représentent la race humaine d'un côté et de l'autre côté celles qui caractérisent l'individu. Donc si on vous connecte une jambe artificielle, vous avez envie que la droite marche comme la gauche en fait. Donc si dès le départ c'est ça, une intelligence artificielle va permettre de faire les dernières adaptations pour que cette jambe se comporte comme la jambe naturelle. Même si ça ne vous rend pas votre jambe, ça sera beaucoup plus confortable et ça évitera de détruire le dos en plus. Donc je vais faire une série de conférences sur différents sujets avec une réflexion un petit peu sociétale. Donc moi je suis roboticienne dure, on va dire, mécanicienne de formation. Mais parallèlement à mon travail de chercheur, j'ai fondé une association il y a quelques années justement sur les usages de la robotique dans la société pour les populations. Donc c'est une réflexion qui est menée avec tout le monde, donc exactement dans le même esprit qu'ici en fait, c'est-à-dire des professionnels, des populations, des gens qui s'intéressent, des gens qui veulent savoir, pas forcément des gens qui veulent contribuer, mais juste qui ont des questions à poser ou qui veulent écouter et qui veulent comprendre un petit peu mieux que ce qu'on dit à la télé ou ce qu'ils voient dans les films et qui veulent comprendre qu'est-ce qui dépend de leur imaginaire et qu'est-ce qui dépend de la réalité. Donc dans cette réflexion, ce cadre-là, moi je ferai des conférences pour essayer d'un côté de donner c'est quoi la réalité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, des exemples de concrètement qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui existe, jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut rêver d'aller en fait. Et parallèlement à ça, donc évidemment réfléchir ensemble, savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Alors ça on pourra peut-être pas y répondre parce que ce qui est bien pour certains n'est pas forcément bien pour d'autres, ça dépend du contexte on va dire. Par contre au moins on pourra sur l'existant porter une réflexion réelle de savoir dans quelle mesure, dans quel cadre on peut appliquer ces nouvelles technologies pour que l'humain s'y retrouve dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est cette réflexion-là qu'on peut mener par-dessus. Parfait. Bah, écoutez, je pense qu'on sera nombreux à venir écouter Sophie. Merci encore. Et Laurence, c'est à toi. C'est toi qui ouvre. Et bonjour. Voilà, ici. Donc je vais essayer de planter le décor en me présentant également. Je suis ravie d'être ici avec vous tous et qu'on construise ensemble en fait cette idée de l'assistance que peuvent apporter ces IA et ces robots pour la santé, pour le bien-être des humains. Donc moi je fais une recherche pluridisciplinaire sur le langage, l'interaction et l'éthique dans un laboratoire du CNRS. Je suis également professeure à la Sorbonne où j'enseigne à des sociologues, à des linguistes et à des informaticiens les sciences affectives et l'affective computing. Donc je vais vous en parler un petit peu, c'est-à-dire mettre des émotions dans ces machines. C'est la spécification que j'ai et j'ai porté des systèmes sur des robots, sur des agents conversationnels. Donc mon expertise, elle est sur l'apprentissage machine, puisque je faisais ma thèse en 92 déjà avec des réseaux de neurones. On vous dit deep learning, c'est nouveau. Bon, il se trouve que moi je l'utilisais déjà en 92 et je soutenais une thèse pour montrer que c'était intéressant. Mais à l'époque, on n'avait pas cette force de calcul qu'on a actuellement, ce qui fait que je laissais tourner des systèmes pendant 1 mois pour obtenir un décodage de l'acoustique à des phonèmes, c'est-à-dire au son de la langue. À l'heure actuelle, c'est très différent. Donc, j'encadre des thèses en deep learning, comme j'encadre aussi des thèses à la Sorbonne en philosophie des sciences. Donc, vous voyez, je balaye un peu cet environnement assez large. Je suis aussi spécialiste en analyse du signal, en dialogue homme-machine. On construisait les premiers systèmes de dialogue pour répondre aux gens. Dans les années 94, on avait un système qui était testé Gare Saint-Lazare, dans la salle des pas perdus, qui répondait à la commande d'un billet de train, par exemple, à la voix, avec un retour multimodal. Et tout ça a disparu dans les limbes, puisque ça n'a jamais été développé d'un point de vue privé. On n'a pas vu d'industriel, on n'a pas vu la SNCF sauter là-dessus. Elle réutilise maintenant IBM pour faire des choses qu'on savait faire en 94 en direct sur des APM, ce qu'on appelle ces bornes interactives, et puis au téléphone aussi en 2016. En 96, pardon. Donc on voit qu'il y a un problème dans la société qui est, de comprendre ces outils, démystifier ces outils, arriver à avoir une bonne lecture de ce qui est l'état de l'art, si vous voulez, des connaissances technologiques, quelles applications sont intéressantes et puis quel pouvoir on a de monter en économie des systèmes intéressants. Donc voilà, la santé est un grand champ d'application important dans le respect des humains. Alors je suis impliquée depuis que j'ai travaillé sur des robots sociaux, assistants, compagnons pour des personnes âgées. Donc j'ai été faire des tests dans des maisons de retraite, ce qu'on appelle maintenant les EHPAD. Les EHPAD. Les EHPAD, j'ai toujours du mal avec ce terme, qui est établissement de santé, et aussi à l'hôpital Broca, dans un living lab, auprès de probables potentiels patients qui sont
les gens qui viennent de l'extérieur, mais qui sont soit en début d'Alzheimer, soit qui ont des problèmes de dépendance, et qui viennent tester ces nouveaux objets pour apporter leur pierre sur l'usage, la tolérance, l'intérêt, etc. Ce que je trouve formidable, d'avoir ce pont dans la société pour comprendre les usages avec les vraies personnes qui vont utiliser ces systèmes. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte de la forte potentialité de manipulation qu'on avait avec ces machines liées à cette dimension émotionnelle, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, en redéfinissant ce que c'est que l'IA, l'automatisme, la robotique, brièvement. Et donc, à la CERNA, ce qui est une commission de réflexion pour l'éthique de la recherche en différents sujets du numérique, j'ai apporté ma pierre sur un rapport sur l'éthique du chercheur en robotique. Tout ça est disponible sur Internet. Regardez, c'est des petits fascicules très bien écrits à plusieurs. On est pluridisciplinaire déjà dans cette commission. Moi, j'en ai fait un, j'en ai organisé un, parce qu'il me semblait essentiel de travailler sur l'apprentissage machine, donc les biais du deep learning, etc., mais aussi l'apprentissage en adaptation, en continu. Je vous en parlerai un petit peu. Et puis, je viens d'en ouvrir un autre, où on est 6 personnes à réfléchir, à écrire sur les agents conversationnels, c'est-à-dire l'interaction langagière que je peux embarquer aussi sur des robots. Voilà. Donc, pour vous situer un peu. Alors, pourquoi, d'un seul coup, on est là à parler tous d'intelligence artificielle et à travailler en pluridisciplinarité? Principalement parce qu'on a vu des performances incroyables arriver. Si on reprend un peu, ça a commencé par le jeu d'échecs. Effectivement, un système bat les champions du monde des jeux d'échecs. Puis après, c'est le jeu de Go en 2016. Et moi, je sens cette poussée à partir de ce moment-là, en 2016, où d'un seul coup, tout le monde en parle. Alors, je vais vous parler un petit peu du jeu de Go et ce qu'il y a. Derrière, il y a la voiture autonome, les armes létales, enfin, il y a plein de choses qui nous font peur en même temps, qui sont mal expliquées et démystifiées dans les médias, et il est normal de s'inquiéter. Les applications de l'IA, pourtant, sont déjà là. Elles sont là depuis un petit moment, vous l'avez dans votre poche avec Siri, vous l'avez dans votre voiture avec Waze, par exemple, qui vous donne les meilleurs chemins, qui interconnecte les gens aussi entre les voitures. Vous l'avez avec Facebook, qui est votre ami virtuel aussi, de temps en temps, il peut vous parler pour essayer d'extraire encore plus d'informations privées sur vous, afin de vous envoyer encore plus d'informations qui ne sont pas forcément nécessaires. Google Home, qui est arrivé chez nous, moi j'en ai 2, j'ai Google Home et Alexa Amazon dans mon salon. Je les avais en américain, maintenant il y en a un qui parle français, l'autre non. Il va bientôt arriver, il s'appelait Léa. Ces systèmes nous renseignent de choses qui ne sont pas forcément utiles. C'est du gadget, des enceintes vocales présentes, mais surtout, elles peuvent avoir un fort pouvoir de manipulation. Elles vous enregistrent tout le temps. Et quand je dis aux gens, mais vous êtes conscient ça vous enregistre tout le temps? Ils disent, bah oui. Ben, vous l'éteignez? Ah ben non. Ben, je ne sais pas pourquoi on a cette paresse et cette non-compréhension en fait de ce qu'est réellement cette manne de données qu'on est en train de filer allègrement à des grands constructeurs. Donc les robots sociaux, les robots éthiques, affectifs, vous en entendez parler, j'en parlerai. Il y a une autre chose qui m'impressionne aussi, c'est qu'on va rentrer par le biais de la santé. La santé, c'est le cœur, ça vous touche tous, on est tous conscients que si on peut aller mieux, si on peut vivre plus longtemps, si on peut aider les gens mieux, c'est génial. Par contre, par ce biais-là, on va vous dire aussi que vos données sont nécessaires. Donc on est en train de créer un monde hyper connecté qui est à la fois bienveillant et en même temps qui pose un certain nombre de soucis sur lesquels je dis il faut monter en compétence et apporter des règles éthiques. Je vous donne un exemple. Si vous avez une puce, par exemple, sous-cutanée, vous êtes diabétique, elle va regarder ce que vous consommez. Si demain, votre voiture est connectée à votre maison, est connectée avec vos frigos, est connectée avec votre robot personnel, et que vous avez une puce qui sait ce que vous mangez, etc., non seulement on va savoir comment vous vous comportez, mais également ce que vous ingurgitez dans votre corps. Ça peut aller comme information à votre assureur pour qu'il modifie le prix de l'assurance, qui n'est plus quelque chose de solidaire, mais qui s'applique à chaque être humain, qui est un vrai souci. Ça peut aller aussi à votre frère, parce que vous avez quelqu'un qui vous surveille, ça peut aller à votre médecin directement, et tous ces objets ensemble peuvent vous créer une vie infernale, qui va être, avec pas des moyens très développés, c'est ça que je voudrais dire, on va parler de la super intelligence après, mais avec les moyens de maintenant, les films de type Black Mirror, qui sont des séries télévisées assez intéressantes à regarder, montrent qu'avec très peu de technologie, mais en la déployant massivement, on arrive déjà à se faire un monde insupportable. Donc en Chine, c'est ce qui est en train de se passer avec une espèce de mesure du bon comportement des citoyens pour avoir derrière le droit à des acquis sociaux. Vous irez mettre vos enfants dans une bonne école, si vous êtes un bon citoyen, vous pourrez prendre l'avion si vous êtes un bon citoyen. Donc,
cette espèce de toile hyper connectée est en train de se déclencher. Il faut absolument penser que c'est important. Donc je vais parler beaucoup des peurs autour de l'IA. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Des robots et des hommes » pour parler de ces peurs, pour les démystifier, pour dire, on vous balade en vous disant « la machine va devenir super intelligente », c'est pas ça le souci. C'est à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il y a déjà comme système mis en œuvre sur lesquels il faut monter en capacité de compréhension de ce qu'ils font, et puis aussi que la société, les politiques et les grands groupes se rendent compte de l'importance de parler de garde-fous et de responsabilité. L'éthique est un mot galvaudé en ce moment. Tout le monde en parle, plus ou moins n'importe comment. Il y a l'éthique philosophique et l'éthique appliquée. Je ne suis pas philosophe, donc je vous parlerai d'éthique appliquée. Mais il est vrai que ce mot, on nous dit, c'est pas du business, on n'arrivera pas à faire du business en Europe si on fait de l'éthique. Attention à ça, c'est qu'il est question, c'est la question de la responsabilité, pas seulement aussi de l'engagement, de la vision de la société et de ce qu'on va déclencher derrière, mais il y a aussi quand même cette partie de responsabilité sur laquelle il faut être avisé. Et pour cela, l'ensemble en fait des sessions que l'on va faire, parce que je fais une session introductive, je vous donne un peu le panorama, va vous renseigner assez bien avec des experts pointus dans différents domaines. Reprenons des définitions de mon domaine qui est l'informatique, l'intelligence artificielle. D'abord, un algorithme. Un algorithme, c'est un mot qui vient du perse, il y a très longtemps. Voilà. Algorithme, avant de parler de numérique, ça existe. Un algorithme pour faire une recette de cuisine, pour faire calculer le PGCD, le théorème d'Euclide, enfin bref, ça existe. C'est une succession d'étapes que l'on peut bien définir, une suite finie, non ambiguë d'opérations, d'actions, permettant de résoudre un problème, d'obtenir un résultat. Maintenant, ce que ça veut dire en numérique, ça veut dire qu'on a une série d'actions qui sont capables de faire quelque chose pour traduire, par exemple, d'un langage en un autre. Donc l'algorithme, c'est pas méchant, hein, c'est juste des suites mathématiques. Il ne faut pas être impressionné par ce terme et pour une fois pour toutes savoir à peu près de quoi on parle. Un automate, parce qu'on a déjà des robots dans nos usines. Renault a déjà des robots pour prendre des voitures, pour monter des voitures. Ce sont des robots qui sont automatiquement gérés par des systèmes d'algorithmes qui leur font faire de façon très déterministe une séquence d'actions. Donc là, il ne faut pas avoir peur de ça, ça peut être en panne, mais c'est une automatisation. On parle d'automate, un dispositif reproduisant en autonomie une séquence d'actions prédéterminée, sans l'intervention d'humains, mais ce système fait toujours la même chose. Okay. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Donc ça naît dans les années 50, de Alan Turing, Minsky, Papert, un grand nombre de... Dans l'histoire des sciences cognitives, il y a un grand nombre de chercheurs qui sont à l'origine de cette thématique, de cette discipline. Je ne vais pas m'étendre dessus, je pense que vous commencez à comprendre ce que c'est. Juste pour revenir à ceci, c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler des capacités cognitives. Je vais insister sur ce concept dont on entend parler partout, d'intelligence artificielle forte. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est faire référence à une machine automatique qui peut être un bot. Qu'est-ce que c'est un bot? C'est un système automatique qui n'est pas visible, il n'est pas incarné. Ou alors un chatbot, un agent conversationnel, un système qui peut aussi ne pas être incarné, que vous voyez, ou qui est incarné comme Google Home, c'est-à-dire il a une forme d'enceinte, ou qui est représenté par un petit personnage. On en verra dans le prochain séminaire, on parlera des agents conversationnels et des robots sociaux pour la santé, donc on vous en présentera plein d'exemples, c'est pas le lieu maintenant, mais voilà, à travers plein d'objets, on va avoir des bots ou des robots ou des chatbots, tout cela c'est une famille d'engins ayant des capacités de perception, de raisonnement et de génération d'actions, capables de parole, donc d'interagir, avoir la voix avec vous, capables d'apprentissage. Alors, quand on dit que cette intelligence artificielle est forte, on entend trois choses différentes. Un, elle est consciente d'elle-même. Qu'est-ce que c'est que la conscience? On ne le définit pas plus. Or, la conscience doit être définie sur un grand nombre de niveaux différents. J'en reparlerai tout à l'heure. De vrais sentiments. Alors, c'est pareil, c'est mon domaine, ça, l'affective computing, mettre des émotions dans les machines. Donc, autant vous dire que je vais vous raconter ce qu'on a fait dans l'histoire de ce sujet et comment, à l'heure actuelle, dans les machines, on essaie de le prendre en compte. Alors, j'en parlerai plus dans la prochaine séance. Je vais balayer, pour l'instant, plus de l'histoire, de la philosophie et un début de ce que sont ces différents sujets technologiques. Ensuite, une compréhension de ses propres raisonnements. La machine, avec du deep learning, apprend sans comprendre rien. Okay. Donc, attention, hein, quand on vous dit bientôt,
puisqu'il y a une puissance de calcul qui augmente de plus en plus, qu'on va parler aux machines quantiques, etc., la machine va arriver à ce point de singularité où elle sera consciente, proche de ce qu'est un humain, et pourquoi pas plus intelligente, puisqu'elle est en réseau avec énormément de données. Ceci est tout à fait une abstraction fantasmagorique, on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Revenons sur ces trois sujets, la conscience, les sentiments et la compréhension. Et je vais commencer par la compréhension, mais j'ai encore une petite définition que je vais vous dire en même temps. Qu'est-ce que c'est que le robot? Donc, j'ai parlé des bots, des chatbots. Le robot, ce mot vient d'une fiction de Karel Čapek et Tchèque dans une pièce de théâtre. Robot vient du mot robota, qui est esclave, serviteur. Donc, c'est avant tout des objets pour nous être utiles. Le robot, c'est cette machine, donc il y a au moins 3 éléments, des capteurs pour comprendre l'environnement dans lequel elle se trouve, des processeurs qui analysent les paramètres, donc qui raisonnent sur les paramètres recueillis pour prendre des décisions, et des actionneurs, possibilité de dialogue, d'expression émotionnelle, de détection des émotions, de simuler l'humour, ça c'est mes sujets de recherche favoris, de simuler l'empathie, et d'apprentissage en direct. Voilà, donc tout ça c'est les jouets des chercheurs, et il faut vous amener sur ce que c'est. Bon, alors pourquoi on a parlé d'intelligence artificielle? C'est génial, on essaie d'abord de mieux comprendre l'humain, évidemment. Mais aussi donc de mettre ces systèmes en œuvre, normalement esclaves, hein, c'est des outils pour nous servir. Et on veut aussi mettre en œuvre des protocoles d'évaluation de ces systèmes. Si on modélise sans évaluation, on est à côté de la plaque, et beaucoup le font. Moi j'ai cette méthodologie qui me vient de rigueur scientifique, d'avoir travaillé sur la reconnaissance vocale depuis très longtemps. On a toujours modélisé puis évalué. Quelles sont les capacités? J'aimerais que ces systèmes, par exemple, qu'on achète, il y ait leur capacité aussi de donner. Que le système soit capable d'expliquer. Je suis un robot fait par Google, qui s'appelle 0xyz, et non pas, je m'appelle Léa, je suis là pour vous. Donc, on pourrait imaginer être un tout petit peu plus transparent dans la façon dont on construit ces systèmes pour l'instant. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est plusieurs vagues. Je ne vais pas vous refaire les hivers et les étés de cette brave discipline. Je vais vous donner 3 points. La première vague de ces systèmes, ce sont des systèmes experts. C'est-à-dire que c'est l'humain qui encode des règles. Donc, tout ça vient de l'humain. Ce n'est pas évident de résoudre tous les problèmes avec ça. Voilà. Donc, ça en arrive assez vite à une limitation. On culmine dans les années 90 avec ces systèmes experts. Il en existe encore dans l'industrie. Donc là, c'est l'humain qui raisonne, la machine est capable de perception, et derrière, on déclenche toutes les règles que les humains ont mis en œuvre. Deuxième grande vague, comme il y a beaucoup de problèmes compliqués qu'on ne sait pas spécifier, on va partir non plus de règles, mais des données. Voilà. On se dit, je prends des données représentant mon problème, et là, l'expertise humaine est encore là. Elle est là dans le choix des données qu'elle prend, et puis dans l'étiquetage de ces données. Parce que n'oubliez pas qu'à l'heure actuelle, 98%, 95%, je sais pas, un grand nombre d'outils qu'on utilise avec ces machines automatiques sont dits supervisés. Lorsque c'est supervisé, ça veut dire que l'humain a mis une étiquette. On vous cache toutes ces petites mains là qui supervisent, qui disent ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est machin, ça c'est truc, pour que après l'ingénieur puisse se nourrir de ces données, son système, et arriver à un modèle. Okay. Donc là, l'information d'expert est mise dans le choix des données, dans les étiquettes, et c'est ça qu'il faut évaluer aussi, si on veut faire quelque chose qui n'est pas de la bêtise artificielle. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose qui est loyal, bien construit, non discriminant, qui n'oublie pas les visages à coups de peau foncée par rapport à des peaux claires, ce qu'on a vu dans les premiers systèmes de Google, qui détectaient des visages, à condition que ce soit plutôt des gens à peau blanche, parce que toutes leurs données étaient plutôt avec des individus de race blanche. Après, cet apprentissage machine, il est fait à partir de perceptions d'apprentissage sans comprendre. Les données sont là, l'humain a mis des étiquettes, la machine se nourrit de ça pour construire des représentations. Elle ne manipule pas de concepts tels qu'on les comprend nous. La troisième vague actuelle, qu'a lancée surtout DARPA aux États-Unis, c'est le fait de vouloir comprendre, de rendre transparent, explicable et donc loyal ces genres de systèmes. Donc c'est maintenant qu'on est en train de se préoccuper de ça, et on ne sait pas mathématiquement, si vous écoutez Cédric Villani, on ne sait pas mathématiquement prouver pourquoi ces systèmes empiriques marchent si bien, expérimentalement, on ne sait pas prouver théoriquement pourquoi ils marchent bien. Donc ce sont des vrais sujets de recherche, et qui portent aussi sur l'éthique des machines.
pour qu'elle soit loyale, il faudrait qu'on sache à peu près quels sont les fonctionnements. Si on détecte un cancer à quelqu'un, bon, bah, pourquoi effectivement il a ce cancer, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est à tel... On a une performance, effectivement on dit que les machines sont avec une très forte performance, mais on ne sait pas expliquer pourquoi on détecte ça. Alors pour revenir quand même à l'origine de ces réseaux de neurones, puisqu'en fait cet apprentissage statistique il peut être fait sur plein de formes différentes, des arbres de décision, je ne sais pas quel niveau vous avez dans ces modélisations statistiques, mais en gros ça peut être des règles qu'on apprend statistiquement à partir des données, ou bien des systèmes dits d'apprentissage d'arbres de décision, ou bien de réseaux de neurones. Je vais vous expliquer plutôt les réseaux de neurones qui sont la panacée, c'est-à-dire le deep learning, c'est exactement des réseaux de neurones comme ceux que j'avais fait en 92, sauf qu'il y a des couches cachées en plus, donc qui permettent de, si vous voulez, d'avoir une abstraction plus fine des choses en les projetant sur plein de couches cachées. Mais si je reviens à la modélisation du neurone, on est très loin de ce qu'on fait en médecine. On utilise un automate très simplifié. Voilà un dessin au-dessus, on voyait le neurone avec les dendrites, l'axone, le noyau. Donc qu'est-ce qui se passe? Si le modèle mathématique utilisé, c'est quoi? C'est sommation des informations qui arrivent sur le noyau, puis une autre fonction est utilisée qui transforme ce scalaire qu'on a obtenu par une fonction de propagation. Cette fonction, elle peut être la plus simple du monde, c'est-à-dire une fonction à seuil. Si je suis avec une activité qui arrive à tel seuil, je transmets l'information le long de mon axone qui arrive en bout aux autres dendrites qui sont reliés à d'autres neurones. Donc la transmission à travers les neurones, de proche en proche, se fait avec des fonctions comme celle-là. Encore. Des fonctions plus sophistiquées mathématiquement, mais c'est le principe. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est appris dans la machine, c'est en gros, si je regarde là le premier, ici, la structure, l'architecture neuronale, ce que j'apprends, ce sont des poids qui sont sur ces lignes bleues. Il y a un paramètre sur chacune des lignes bleues, c'est-à-dire une connexion entre deux neurones. Et la loi de Hebb, qui date des années 40, c'est dire que l'humain apprend parce que c'est perméable, parce que notre cerveau est tout le temps dynamique, il apprend sans arrêt, on change en fait des poids synaptiques. Et ce qu'on cherche à reproduire là, c'est ça. C'est-à-dire, grâce à l'apprentissage dans la machine, donc je fais passer par exemple le visage de cette femme-là dans mon réseau, je propage et je vois là quelles sont les différentes représentations de mes couches cachées, et j'arrive à la fin à une solution qui va être par exemple son nom. Si je cherche à déterminer qui est qui entre plein d'images. Si je prends le cas de lion et de chat, je mets des lions et des chats en entrée, hop, je propage, je rétropropage, j'ai des algorithmes pour faire ça, et j'arrive à une espèce de stabilité avec des poids qui sont ce qui a été appris et qui est sur chacune de ces lignes bleues. On a pu remarquer qu'il y a énormément de biais. D'abord, on ne sait pas, comme j'ai dit tout à l'heure, voir qu'est-ce qui est vraiment appris. On peut voir des vagues formes, des angles, des trucs, des machins. Pour certains, ça paraît explicite, pour d'autres, pas du tout. Donc on ne peut pas se... Et c'est l'enjeu dont je parlais, visualisation de ce qu'il y a à l'intérieur de ces systèmes. L'autre chose, c'est que si je prends maintenant le chat, je vais prendre un chat, je lui enlève les pixels de son œil. Je mets des pixels blancs à la place de l'œil. La machine ne va pas le reconnaître. Alors que l'humain lui dit, bah, c'est toujours un chat, l'image est juste bizarre. Donc il y a des biais comme cela. Si je regarde les lions, je me rappelle avoir vu le CEA qui montrait des trucs de deep learning sur Internet, reconnaissance des lions, etc. C'est pas le CEA, ça peut être n'importe qui. Hein. Mais d'un seul coup, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, là, parmi les lions que tu as détectés, il y a aussi des savanes sans lions. Bah oui, parce qu'on apprend aussi le contexte. On apprend toute l'image, on apprend tous les pixels de l'image sans avoir aucune connaissance sémantique de là, il y a la tête, là, il y a les pieds, là, c'est... Voilà. Donc, tout est appris en même temps, donc attention à la façon dont on utilise ces données, bien évidemment, puisque là, on va générer des biais. Donc on travaille beaucoup sur des benchmarks, c'est-à-dire encadrés, en évaluant avec des données qui seraient limites. Donc on fait tout ça, et ce fascicule-là explique vraiment, en fait, toutes ces préconisations que devraient avoir les chercheurs qui sont concepteurs, et puis les chercheurs ou les ingénieurs dans les sociétés qui conçoivent ces systèmes, et qui ont une responsabilité dans ce qui est fait. Puisque ce système aussi, ce qu'on cherche à faire à l'heure actuelle, c'est apprendre automatiquement quelle dimension donner au système. Parce que pour en avoir fait beaucoup des réseaux de neurones, il y a une cuisine d'optimisation qui est énorme. C'est-à-dire, je choisis combien je mets de cellules dans les couches cachées, combien je mets de couches cachées, comment elles sont structurées. À l'heure actuelle, il y a énormément d'optimisation. Qu'est-ce que je fais en autocohérence? Enfin, il y a des récurrences. C'est un ensemble d'enjeux qu'on ne maîtrise pas bien, avec lequel on joue en expérimentation pour arriver à des scores extrêmement performants. Okay.
Donc l'intelligence de la machine, je reviens à mon jeu de Go et à la pomme, c'est du calcul. Principalement de la mémoire et du calcul. Si je regarde AlphaGo, qui, dans le premier système, le deuxième était que du reinforcement learning, c'est-à-dire l'apprentissage dit par récompense. Le premier, c'était du deep learning et d'autres méthodes de Monte Carlo. Je ne sais pas du tout ce que vous connaissez, tout ce que je raconte. Je vais venir à quelque chose d'assez simple. J'ai rencontré, lors des différents séminaires où je vais, Fan Hui, qui est un Chinois qui est champion de Go et qui a entraîné le système chez Google DeepMind. Et donc, je lui disais, bon, mais on a dit qu'il y avait des parties magiques, où le système avait fait des choses exceptionnelles, qu'est-ce que c'est? Alors il m'a dit, oui, ben, j'ai regardé ça, j'ai eu la chance de regarder les logs. Ce qu'on appelle les logs, ce sont les traces quand on fait de l'informatique, c'est-à-dire à chaque fois qu'il se passe des choses, j'ai toutes les traces, et donc je peux raisonner sur ces traces. Et il me dit, voilà, la machine va à des profondeurs, c'est-à-dire à des anticipations de coups très très lointaines. Si vous avez fait un peu d'échecs, vous savez ce que je vais dire, on anticipe à 3 coups, 10 coups, je ne sais pas combien. Alors je lui dis, mais toi, là, avec ton apprentissage sur le Go, parce qu'il a fait du Go toute sa vie, il était repéré à 8 ans en Chine, et après il a fait Go, 24, 7 sur 7. Ce n'était pas des mathématiques ou de la physique, c'était du Go. Donc il a ingurgité un nombre de parties incroyables. D'accord ? Et il me dit, bah écoute, moi je prends un certain nombre de cas au départ, qui peuvent être plusieurs cas évidemment, moins que la machine, et je développe jusqu'à des 50 coups, ce qui me paraissait absolument fabuleux. Et la machine qui avait fait ses meilleurs coups, elle avait développé à 63 coups sur une bande beaucoup plus large d'hypothèses. Ce qui fait qu'il me dit, bon, je ne pouvais pas trouver ça, la machine a trouvé. Depuis que j'ai vu ce qu'elle a fait, je sais mieux jouer. C'est ça l'intérêt de cette complémentarité avec les machines. On vous a dit Alpha 0, le deuxième a fait tout seul. On a dit le premier, il a appris à partir de parties de champions de Go. Alors le même Fan Hui me dit, mais c'était très bizarre de comparer AlphaGo avec un humain. C'est comme si on avait une industrie de la voiture qui crée des Jaguars toutes puissantes avec 100 ingénieurs dedans, et puis un brave champion du monde courant à pied. C'est quand même un peu ça. Il n'y a pas du tout les mêmes moyens. La machine a vu un nombre de parties incalculable que l'humain n'a pas vu, a dépensé un nombre d'énergie, un montant d'énergie incalculable par rapport à ce que l'humain a dépensé. Donc cette donnée d'ailleurs écologique de dépense d'énergie doit toujours rester au fond de l'esprit pour savoir qu'est-ce qui est utile ou pas utile de faire. Pourquoi je mets une pomme à côté? Parce que voilà, la machine c'est faire des choses qu'on ne sait pas faire, il faut en être conscient. Il y a un autre domaine que je vais vous donner comme qui est important aussi à comprendre, c'est la perception. Je fais de l'acoustique, donc par exemple mon oreille interne n'entend pas les infrasons, les ultrasons, et la machine, elle, les entend. Quand je vieillis, j'entends moins bien, et la machine pourra entendre mieux pour moi, pourrait être là pour la sécurité, pour me dire attention, il y a une voiture qui arrive, attention, il y a des voleurs, je sais pas, on peut imaginer plein de trucs, elle entend mieux que moi. Elle voit mieux que moi. C'est pour ça que dans les IRM ou les micro-mouvements qu'on va pouvoir voir dans les vidéos, la machine va être meilleure que nous. Ça, il faut l'admettre. Et au contraire, l'utiliser au mieux. Donc, elle voit mieux que nous, elle calcule plus vite, mais c'est pas pour autant qu'elle est très intelligente. Elle a des capacités très particulières, très fermées. Quand j'ai parlé d'intelligence forte tout à l'heure, on est à des années-lumière de l'intelligence forte des humains. Donc la pomme, là, la machine ne saura jamais le goût qu'a la pomme. Encyclopédique, certes, mais sinon pas de papilles, pas de représentation, pas de vivant dans cette machine. Alors je reviens sur ce que c'est que la conscience humaine. Donc j'ai été sur l'intelligence, la conscience. Alors les états de conscience des humains, ils ont deux déterminants communs, la dimension langagière, mais pas seulement, il y a beaucoup d'inconscients, et la relation aux autres humains dans la société par l'échange. Donc vouloir recopier l'intelligence de l'homme sur une machine, c'est très narcissique. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas grand-chose de l'intelligence humaine et de la conscience humaine. Nous ne connaissons pas le substrat de la pensée, et si je me réfère aux travaux de Stanislas Dehaene et d'autres très bons chercheurs en neurosciences, on connaît 5 à 10%. On est conscient de 5 à 10% de ce qui se passe. Avant, il y avait cette espèce de mythe, là, comme quoi on n'utilisait pas tout notre cerveau. Donc, je crois que c'est la vérité maintenant connue par les chercheurs. On utilise tout notre cerveau, mais on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience. Donc, qu'est-ce qu'on peut... on ne s'est pas conscient, on est conscient d'une toute petite partie. On a aussi des organes ou des parties de nous-mêmes qui sont autonomes. On ne régit pas consciemment. Donc il faut rester très prudent sur la possibilité de reproduire ou pas sur machine. Stanislas Dehaene serait le premier à vous dire, on est à des années-lumière, ainsi que Yann Lequin. Même si j'étais chez Facebook hier, ils étaient tous les deux ensemble en prétendant que les machines vont se rapprocher des humains. On en est quand même très 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 loin. Okay, donc là aussi, il y a à avoir une certaine vigilance. D'autre part, c'est très polysémique ce terme, conscience. Ça veut dire beaucoup de choses. Conscience de soi,
conscience du prochain, conscience phénoménale, ressenti, douleur, chaleur. Conscience phénoménale, la machine n'en a pas. Conscience morale, on cherche à mettre un peu de morale dans ces machines, mais c'est codé par des humains. Et si on mettait la conscience phénoménale de douleur, ça serait aussi encodé par des humains, à moins de l'hybrider avec du vivant. C'est une autre histoire. Donc pour l'instant, je dis qu'il n'y a pas de conatus, d'appétit de vie, aussi comme l'entend Spinoza, et je vous encourage à lire Cours de philosophie biologique et cognitive de Spinoza, qui est une très bonne thèse faite par Henri Atlan, qui est biologiste, et qui, à 85 ans, fait une thèse en philosophie, qui est exceptionnelle, donc de Sorbonne. Je vous encourage aussi à lire Antonio Damasio, L'ordre étrange des choses, pour bien comprendre, effectivement, cet aspect viscéral du corps et des émotions, et qui joue un énorme jeu dans notre compréhension, conscience et intelligence, et c'est vers ça que je vais aller, mais avant, je vous dis ce que c'est quand même la conscience artificielle. Donc, d'abord, lorsqu'on construit ces systèmes de deep learning, on les construit avec des données déjà existantes, d'accord ? Donc, on voit que le passé. Donc, la machine, elle ne peut pas inventer des trucs qu'elle n'a pas vus dans ces données. Du coup, c'est quand on parle d'apprentissage supervisé avec les données, on ne voit que les données du réel et on ne connaît pas du tout de prédiction d'avenir. On fait une prédiction à partir du passé. Or, il y a beaucoup de découvertes de grands chercheurs, de grands savants, qui sont dues à cette capacité d'être contre-intuitif. La machine, elle n'est pas du tout contre-intuitive. C'est-à-dire de ne pas savoir, de faire abstraction du présent et du passé en se disant, je fais un pas de côté et là, je vais penser autrement. Là, on fait tout l'inverse. Alors quand j'entends dire que maintenant, on devient de plus en plus intelligent parce qu'on a plein de données et qu'on sait prédire, je me dis, oula, on a oublié une grosse partie de ce qu'on fait ça quand même. Alors je vous prends quelques exemples. Galilée, au XVIe siècle, l'intuition que le poids d'un objet n'avait pas d'influence sur sa vitesse de chute. On ne peut pas opérer cette loi de la physique. Tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide à partir d'observations du monde réel. On peut le faire après en laboratoire, maintenant, dans des cas très particuliers. Il ne pouvait pas le faire à l'époque. Donc il a quand même découvert des lois de la physique sans expérimentation. Et là, on est en train d'inverser en disant, on part des données et de là, on va extraire des choses. Donc il faut rester dans l'hybridation de ces deux concepts d'apprentissage. La sérendipité, le don de faire des trouvailles au hasard, c'est aussi quelque chose qui est très important. La machine peut le faire parce qu'on lui donne aussi beaucoup de hasard. On lui permet d'aller au hasard dans des algorithmes. Et c'est très important, cette notion de hasard. Sauf que pour la machine, le hasard, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Elle crée des choses, et puis, est-ce qu'elle est capable de percevoir, par exemple, devant un tableau qu'elle a créé un chef-d'œuvre, ou que c'est très différent de tout ce qui existe? Bon, il n'y a pas cette perception. Donc, c'est une création lente et fastidieuse, et bon, où ça va? En tout cas, la machine n'a pas ce pouvoir de déterminer si c'est effectivement extrêmement intéressant ce qu'elle vient de faire. Donc c'est une création laborieuse, et je vais intervenir au Grand Palais sur la créativité dans peu de temps, le 30 mai, je crois. On est 3 à intervenir sur ce sujet. Et on intervient aussi au collège des Bernardins. Oui, et on va intervenir au collège des Bernardins sur les émotions, dont j'ai parlé là. Donc devant une question sans réponse connue, l'humain, il est incroyablement plus fort que la machine pour imaginer des solutions. D'accord ? Et donc c'est très peu probable qu'il arrive sous peu de temps on arrive à trouver des algorithmes qui remplacent ces énormes facultés qu'on a. Donc vous avez aussi beaucoup parlé dans les médias, je vais essayer d'élaguer quelques doux rêves qu'on entend dans les médias. Le quotient intellectuel est extrêmement important. Bon, il existe aussi une intelligence émotionnelle, fortement mise en avant dans les années 90. Donc, 2 sortes d'intelligence, une intellectuelle, une émotionnelle. Le QI, c'est le résultat d'un test psychométrique qui tend à fournir une indication quantitative, standardisée de l'intelligence humaine. Le quotient émotionnel est aussi un quotient de plus en plus utilisé pour recruter des gens, où on montre une forte corrélation entre les deux quand même. Mais qu'est-ce que c'est? La connaissance de soi, le fait de pouvoir identifier ses émotions, la maîtrise de ses émotions, l'automotivation, la perception des émotions d'autrui, l'empathie, la maîtrise des relations humaines, savoir entretenir des relations sociales. Et c'est vers ça qu'on va avec les robots sociaux. C'est pour ça que je parle autant de ces sujets en vous disant qu'est-ce qu'on essaie en tout cas de faire avec des machines. Je vais aller assez vite sur cette partie-là parce que je ne sais pas combien il me reste de temps. C'est toi qui vas me dire. J'avais un petit peu d'historique, mais que je pourrais peut-être vous donner. Non, vas-y, termine. Hein? Fais. On se fera virer par la parité. Ah bon.
Alors, les émotions influencent, toutes les disciplines sont d'accord maintenant, et je vais vous expliquer comment elles ont été d'accord au fur et à mesure. La plupart des mécanismes psychologiques sont nécessaires à l'émotion en tant que telle, à l'expressivité. On est influencé par l'émotion dans la perception, l'attention, la mémoire, le jugement moral, la prise de décision. Comme ça, je ne sais pas quoi on est bon sans émotion. Impliqué dans la modulation de l'émotion, c'est aussi important ces mécanismes psychologiques parce qu'on réévalue sans arrêt aussi des tas de choses, on en supprime, donc c'est très dynamique. Alors les fondations historiques, Platon déjà en parle dans les dialogues, 400 ans avant Jésus-Christ, et il parle d'une structure tripartite de l'âme, où il oppose le logos, la raison, la pensée, le thumos, les émotions, les ardeurs vives, etc., et l'épithumia, la motivation, qui sont ces désirs, pulsions, instincts. Donc il en parle aussi pour la société, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, je pense que toi tu en parleras. Aristote aussi en parle, il dit « Les émotions sont tous ces sentiments qui changent l'homme de façon à affecter son jugement et qui sont accompagnés par la souffrance ou le plaisir. » Les stoïciens en parlent aussi. Si vous êtes affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre évaluation de celle-ci. Et cela, vous avez le pouvoir de l'abolir en tout moment. Vous voyez, il y a des thèses différentes sur ces différents objets. On va retrouver au Moyen-Âge beaucoup de choses liées à la maladie de l'émotion qui est très féminine. Je passe sur ces aspects-là. Il y a beaucoup de recherches à la Sorbonne là-dessus. Pour revenir à Descartes, avec cette idée de distinguer le dualisme corps et âme. Spinoza, dans le livre sur l'éthique, parle beaucoup des émotions. Il dit que les émotions sont adaptées à l'interprétation de la situation que fait la personne et que l'état du corps augmente ou non la capacité du corps à l'action et que le ressenti est dans le corps. Donc il parle beaucoup finalement de plaisir et déplaisir et d'une activation comme étant les liens avec toutes les émotions. Alors maintenant, autre personnage qui parle beaucoup des émotions comme une capacité de survie, la fonction des émotions, c'est Darwin. Darwin a fait un excellent livre qui s'appelle « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux ». Et vous regardez des images fantastiques qu'il a fait à l'époque, où on voit l'évolution des espèces, une espèce de continuité phylogénétique dans l'expression des émotions. On peut voir des gens qui retroussent leurs babines, comme font les loups lorsqu'ils sont mécontents. On a des expressions communes. Je vois monsieur qui joue. Et il parle beaucoup des aspects fonctionnels de ces expressions émotionnelles. Il a fait énormément d'études dans tous les pays du monde, dans des endroits très reculés, avec des indigènes qui n'avaient pas forcément vu beaucoup de culture extérieure, pour comprendre ces émotions fondamentales et les relier à des instincts de survie. Derrière, on va voir aussi James, donc j'ai pris quelques-uns, il y a d'autres, qui est un philosophe, psychologue et physiologiste américain, qui fait beaucoup de recherches sur les émotions et le comportement observable des gens, et comment il travaille. C'est ça, c'est les méthodologies qui m'intéressent beaucoup. C'est comme Darwin, c'est par questionnaire. Le questionnaire est le test psychologique. Et il a un article fameux qui est « Qu'est-ce qu'une émotion ?» qui n'aboutit pas à une réponse, mais à plein de réponses, évidemment, suivant les disciplines, suivant les axes, et qui est en 1884. Ensuite, il y a une espèce de jeu aussi entre 19e siècle et début du 20e siècle, autour de qui déclenche les émotions. Est-ce que c'est l'expression, est-ce que s'enfuit-on à cause d'un ours parce qu'on a peur, ou a-t-on peur parce qu'on s'enfuit ? La question est posée, et puis après, chacun apporte sa pierre à l'édifice en disant bah non, c'est ça, mais si, c'est ça, blablabla. Donc, ils ne sont pas d'accord. Donc, le champ des émotions tend à être moins utilisé. Et quand est-ce qu'il revient vraiment de façon très importante ? À partir des neurosciences cognitives. À partir des travaux de Ledoux en neurosciences qui montrent que le rôle de l'amygdale, qui est dans le système de défense ou de peur, qui détermine des actions en cas de menace. Et donc là, il dit l'émotion, c'est un état du cerveau particulier associé à une réponse corporelle donnée, avec un niveau d'analyse des émotions qui est sous-symbolique, inconscient. Et le sentiment derrière, c'est l'interprétation conscience des processus réels que sont les émotions. Vous avez sûrement eu ça, moi j'ai eu ça dans la campagne, là, je vois un truc qui ressemble à un serpent, et je m'enfuis. Puis d'un coup, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que j'ai vu en fait ? Et là, c'est mon circuit court de la peur qui a fait que ça m'a donné beaucoup de sang dans les jambes et je suis partie très très vite. Et je reviens sur le terrain, je regarde, c'est une branche ou une corde ou je ne sais quoi, qui donnait cette impression de serpent. Et je ne l'ai pas bien identifié et mon cerveau va très vite inconsciemment, en donnant finalement cette idée qu'il faut s'enfuir pour survivre. Alors le deuxième personnage dont j'ai déjà parlé, c'est Damasio, qui est extrêmement important pour tous les gens qui travaillent sur les émotions, puisque dans l'erreur de Descartes, il dit
il montre une étude qui est faite sur un contremaître du chemin de fer qui s'appelle Phineas Gage et qui a été étudié toute sa vie, ce brave homme, parce qu'il lui est arrivé un accident, il a pris une barre métallique dans le cerveau qui lui a traversé le cerveau et à partir de là, les gens l'ont étudié parce qu'il n'est pas mort. Alors déjà, il était surpris qu'il survive et ensuite, quelle capacité lui restait-il? Il savait compter, il savait faire plein de choses. Ce qu'il ne savait plus faire, c'était de raisonner affectivement. Il a été incapable de construire des liens dans la société, il a perdu son job, il a perdu beaucoup. Toute sa vie, il a été ensuite terriblement malheureux, sans le savoir d'ailleurs, puisqu'il avait perdu cette perception. Et même lorsqu'il est enterré, on va le déterrer pour regarder et faire des moulages que fait la jeune femme qui est la conjointe de Damasio, des moulages du crâne pour regarder où les zones qui étaient impactées et essayer de mieux comprendre. Donc l'émotion, c'est multifacette. Les émotions des psychologues, ce que j'aime bien, c'est la définition de Klaus Scherer qui montre que ça associe des sensations physiques, des représentations mentales, des réponses motrices spécifiques, que l'importance et la place de ces éléments dans la survenue de l'émotion varient suivant les approches. Klaus Scherer, en tout cas, parle de quelque chose d'extrêmement important, qui est que ce sont des états dynamiques. Et donc, on veut les modéliser de cette façon-là. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui dans un réseau d'excellence européen, 4 années, où on a construit, en fait, une communauté de chercheurs autour des capacités émotionnelles qu'on voulait comprendre et ensuite modéliser dans les machines. C'est le seul qui parle autant de la différenciation entre les états affectifs. Affect, c'est un mot de philosophie pour englober en fait tous ces états affectifs. Et il les classe en émotion, humeur, position entre les personnes, aptitude, etc. avec différentes dimensions. L'émotion, par exemple, c'est plutôt très intense, de durée très courte. L'autre chose qui est intéressant, c'est de distinguer les émotions primaires des émotions sociales. Les émotions sociales sont liées à une théorie qu'il appelle push-pull effect, c'est-à-dire que on a une émotion qui tend à sortir de votre corps, on la ressent, et, vous êtes en colère, vous fulminez, vous êtes tout rouge et tout ça, et puis vous êtes en face de votre patron, et puis hop, il faut la dissimuler. Donc, on fait ce jeu de masquer, de superposer avec d'autres émotions, on peut dire je suis ravi alors que vous ne l'êtes pas du tout. Donc l'émotion qui est interne, c'est votre sentiment interne, on ne le voit pas. Avec les machines, on va être juste sur l'expressivité que vous laissez apparaître et sur les actions que vous aurez dans la vie pour essayer de comprendre en fait quels sont vos états affectifs. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Moi, j'ai fait beaucoup d'études avec des émotions réalistes au SAMU où des vraies émotions étaient présentes. On peut à la fois être dans une anxiété terrible pour quelqu'un, avoir très peur de quelqu'un perdre la vie autour de nous, et en même temps être totalement soulagé parce qu'on vient vous aider. Et dans la voix, on va entendre tous ces paramètres. Donc, les systèmes actuels que l'on met en œuvre sont d'une simplicité incroyable par rapport à ce mélange d'émotions existant dans la vraie vie, dans nos interactions sociales. Donc attention à comment on les utilise. Et je suis sortie aussi de mon laboratoire pour ça, en entendant trop de gens qui voulaient utiliser des systèmes assez simplistes, que je connais bien, partout dans le monde, et vous en voyez émerger pour des tas de solutions, marketing, publicité, ou pour les assurances par exemple, ou d'autres choses, qui ne sont pas forcément très utiles et qui sont surtout pas assez robustes. Alors, on se trouve dans ce continuum où, si je fais quelque chose de pas assez robuste, je risque d'avoir des solutions modélisées qui vont ne pas répondre à ce que j'estimais. Donc peut-être que je vais repousser ces systèmes. Ou peut-être pas, ça va me manipuler. D'un autre côté, si c'est trop proche de ce qu'on est, c'est pas bien non plus. Je ne pense pas que personne n'ait envie que la machine dise « Ah, vous avez l'air anxieux et vous êtes en train de trembloter, préférez que rester, comment dire, maître quelque part de vos émotions. » Donc c'est un continuum, c'est difficile de comprendre à quel niveau il faut être. Et dans la santé, pour accompagner les gens, dans certaines maladies, sur certaines portées d'apprentissage, d'éducation, oui, essayons d'utiliser certaines de ces émotions. Mais les machines ne comprennent pas les émotions quand vous entendez ça, c'est totalement faux. Elles ont en plus des modèles très simplistes qui sont en général à partir de données d'apprentissage, et c'est extérieur, c'est sur l'expressivité. Il faut savoir que moi j'ai essayé de trouver par exemple le ground truth en me disant je vais travailler sur toute l'expressivité. Les indices physiologiques, le côté facial, le côté acoustique, postural, tout ça. On a travaillé sur le stress pour tous ces indices. On faisait aussi passer les tests de crachat, de salive, pour savoir si effectivement la personne était stressée, avant, après, avec des protocoles très très carrés. On avait des tests psychologiques de personnalité, sur le narcissisme, etc. Croisons tout ça, essayons de voir si, effectivement, quand les gens disent on est stressé, on a des facteurs de stress vérifiés, et peut-être que la physio est le ground truth. Non, même la physio ne l'est pas.
On est des animaux à sang chaud ou à sang froid, on ne répond pas de la même façon à des stimuli. On a vu pendant ces expériences qui étaient menées en laboratoire avec des gens consentants, des étudiants en psychologie, des STAPS, du sport à Orsay, des réactions extrêmement variables, étonnantes. Quelqu'un est tombé dans les pommes, on ne pouvait pas prédire que c'était le cas, se mettant à pleurer alors qu'il n'y avait pas du tout d'indice avant. Donc on est vraiment sur une opacité de réaction. Il y a quelques critères qui marchent sur un ensemble d'individus, mais pas toute la population. C'est très lié sans doute aussi à l'éducation, la culture, le bassin des gens, etc. Donc il faut vraiment se méfier de ces outils. Je suis là, non pas pour dire arrêtons toutes les recherches, parce que ça serait ridicule. Du coup, tout ce qui arriverait de systèmes qui nous envahissent serait opaque. Donc il ne faut surtout pas arrêter les recherches, mais il faut comprendre comment maîtriser ces systèmes, quels sont les garde-fous à mettre. Et c'est pour ça que je suis sortie de mon laboratoire en étant indignée par le niveau qui est de prise en compte dans la société. Voilà. Donc surtout, n'arrêtons pas cela, parce qu'on serait les seuls à arrêter. La représentation des émotions sur machine se fait sur 3 modèles que j'expliquerai la prochaine fois, soit des dimensions, soit des émotions par des étiquettes verbales, soit des composantes. Alors les composantes sont l'évaluation cognitive, l'expression, la tendance à l'action, la réponse périphérique, le sentiment subjectif. Il y a plein de théories là-dessus dont je peux parler. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des signaux émotionnels de ce type-là. Dans la voix, si je dis « je ne suis pas contente », qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté le ton de ma voix, j'ai accéléré le rythme. Je ne suis pas contente. Non, désolé. On va fermer, oui. C'était juste pour dire, ces aspects-là sont importants. L'affective computing, c'est 3 choses. Détecter les émotions, faire un système qui réagit et qui génère des émotions. Je m'arrêterai juste à la suite. On anthropomorphise ces machines, on projette des choses dessus. Donc il va falloir absolument qu'on en reparle dans une autre fois. Et là, toute la suite parlait de l'éthique. Voilà. Alors je finis quand même sur ça. L'éthique, c'est un certain nombre de valeurs éthiques importantes. Appliquer. Déontologie, responsabilité des concepteurs. Émancipation, responsabilité des utilisateurs. Nous sommes tous responsables devant ces machines. C'est à nous de construire la société de demain en décidant aussi de ce qu'on veut. Évaluation, transparence, explicabilité, loyauté, non-discrimination du système. Il faut faire des outils. On est en train, à Orsay, il y aura d'autres instituts en France, de se doter de tas d'outils pour aller vérifier ce qui se passe. Et il y a le sujet qui, moi, m'intéresse le plus, la coévolution humain-machine, qui n'est pas assez pris en avant, qui n'est pas assez pris en compte, c'est-à-dire que les machines vont s'adapter à nous, parce qu'on est en train de faire des machines qui s'adaptent, et nous allons nous adapter aux machines. L'exemple tout simple, les conducteurs de taxis londoniens qui n'avaient pas de GPS avaient une hippocampe beaucoup plus développée, une zone de mémoire dans l'hippocampe beaucoup plus développée que d'autres personnes qui n'ont utilisé que des GPS et qui n'ont plus besoin de mémoriser les noms des rues. Donc, je ne dis pas qu'on va tous devenir différents, mais quand même, il va y avoir une adaptation forcée. Il faut anticiper. Donc, cette anticipation est nécessaire dans la société. Et voilà. Bon, merci Laurent. Vous l'avez compris, on a commencé plus tard. La fois prochaine, de toute façon, on est sur 18h, donc on est un petit peu dans l'obligation là de faire sauter le moment des questions, mais on continuera bien évidemment à la prochaine séance. Moi, je reviendrai aussi sur la définition, certes neurologique, mais aussi la définition plus philosophique de la conscience, et puis on reviendra vraiment sur tout le cadre éthique de l'IA, ce qu'on appelle, ce que tu as un peu développé, avec l'explicabilité, avec la portabilité pour les citoyens, avec la RGPD, avec bien évidemment toutes les problématiques pour éviter les biais discriminatoires. Donc on reviendra sur ces choses très concrètes qui nous demandent comment dire... Oula, je crois que je t'avais fait couper là. C'est la fin de tout là. Je veux bien que l'appariteur me coupe, mais pas ma propre équipe quand même. Bon, donc vous avez compris, c'est en ligne pour la fois prochaine, et pardon pour cette première séance un peu chaotique. Mais en même temps, ceux qui viennent souvent à la chaire ont l'habitude des changements in process. Voilà, bonne fin de journée à vous.